Chapitre 13. Un spectacle que je n'oublierai jamais. En ce crépuscule mélancolique, je vis la silhouette solitaire de l'Indien se découper sur la vaste plaine, et je l'observai, seul espoir fragile de notre salut, jusqu'à ce qu'il disparaisse en même temps que le soleil, dans le brouillard teinté de rose qui montait depuis les falaises jusqu'au fleuve. Il faisait presque nuit quand je retournai à notre camp dévasté, et ma dernière vision en partant fut le rougeoiement du feu de Zambo, seul point de lumière dans le monde d'en bas, à l'image de sa fidèle présence dans mon esprit assailli par les ombres. Et pourtant, je me sentais plus heureux que je ne l'avais été depuis que cette catastrophe s'était abattue sur moi, car il était réconfortant de penser qu'on saurait ce que nous avions fait, et même si on ne retrouvait jamais nos corps, nos noms rejoindraient la postérité avec le résultat de nos travaux. J'étais terrifié à l'idée de dormir dans ce campement sinistré, mais dans la jungle, c'eût été pire encore, et je n'avais que ces deux possibilités. D'une part, la prudence m'incitait à rester sur mes gardes, d'autre part, mon corps épuisé ne voulait rien entendre. Je grimpais sur une branche de l'arbre Jingo, mais sa surface arrondie ne fournissait aucun perchoir, et je serais sûrement tombé en me brisant le cou au moindre assoupissement. Je suis donc redescendu, et j'ai réfléchi à ce que je devais faire. Finalement, j'ai fermé la porte de la palissade, allumé 3 feux séparés que j'avais disposés en triangle, et après avoir avalé un dîner copieux, j'ai sombré dans un profond sommeil. À mon réveil, j'eus la plus heureuse des surprises. Tôt le matin, juste à la pointe du jour, une main se posa sur mon bras. Aussitôt je me redressai avec les nerfs à vif pour empoigner un fusil, et ce que je vis dans la lumière grise et froide du matin me fit hurler de joie. Lord John Roxton était à genoux près de moi. C'était lui, et pourtant ce n'était pas lui. Lorsque je l'avais quitté, il était d'un naturel calme, soigné de sa personne, avec des habits impeccables. Aujourd'hui, il était pâle, hagard et à bout de souffle, comme s'il avait couru longtemps et vite. Son visage émacié était écorché, sanglant, ses vêtements pendaient en lambeaux, et il avait perdu son chapeau. Je le regardai avec stupéfaction. Il ne me laissa pas le temps de le questionner. Il piochait dans nos provisions tout en parlant. « Vite, mon gars, vite !» cria-t-il. « Chaque minute compte. Prenez les fusils, les 2. J'ai les 2 autres avec moi. Et maintenant, attrapez autant de cartouches que vous pouvez. Remplissez vos poches. Maintenant la nourriture. 6 boîtes, ça ira. C'est bon. Vous arrêtez pas pour parler ou penser. Foncez, sinon on est cuit. » Encore à peine réveillé et incapable d'imaginer ce que tout cela signifiait, je me retrouvai derrière lui, engagé dans une course folle à travers bois, un fusil sous chaque bras et les mains pleines de diverses provisions. Il se faufila au milieu des broussailles épaisses, jusqu'à ce qu'il atteigne un fourré particulièrement dense où il plongea sans se soucier des épines et s'enfonça le plus loin qu'il put en me traînant derrière lui. « Voilà, souffla-t-il. Je pense qu'ici, on est à l'abri. Ils vont venir au camp, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Ça va être leur première idée. Mais là, ils vont avoir un casse-tête à résoudre. »« De quoi s'agit-il » demandai-je, quand j'eus retrouvé mon souffle. « Où sont les professeurs? Et qui sont ces gens qui nous pourchassent ?»« Les hommes singes !» s'écria-t-il. « Mon Dieu, quelle brute! Ne parlez pas trop fort, car ils ont l'ouïe fine, et aussi une vue perçante. Mais pour ce que j'ai pu en juger, ils n'ont pas d'odorat, donc je ne crois pas qu'ils puissent flairer notre piste. Vous étiez où, mon gars? Il s'en est fallu de peu, vous savez. » En quelques murmures, je lui racontai ce que j'avais fait. « Ça, c'est moche, » dit-il après avoir entendu mon récit du dinosaure et de la fosse. « C'est pas vraiment l'endroit pour une cure de repos ici, hein. Mais je n'avais aucune idée des réelles possibilités avant que ces démons ne nous tombent dessus. Je me suis fait attraper par les papous cannibales, une fois, mais ce sont des gens civilisés comparés à cette meute. »« Comment est-ce arrivé ?» demandai-je. « C'était tôt le matin. Nos amis les savants avaient juste commencé de s'asticoter. Ils n'en étaient même pas encore à la dispute. Et d'un seul coup, il s'est mis à pleuvoir des singes. Ça tombait dru comme des pommes sous un arbre. Ils avaient dû se regrouper pendant la nuit, je suppose, jusqu'à ce que l'arbre au-dessus de nous soit bien plein. J'en ai eu un d'une balle en plein ventre, mais avant qu'on sache ce qui nous arrivait, ils étaient sur notre dos. Je les appelle des singes, mais ils brandissaient des bâtons et des pierres, et ils parlaient entre eux une espèce de charabia, et pour finir, ils nous ont attaché les mains avec des lianes. Donc ils sont plus évolués que n'importe quelle bête que j'ai pu voir au cours de mes voyages. Des hommes singes, voilà ce que c'est. Le chaînon manquant. Et j'aurais préféré qu'ils continuent de manquer. Ils ont transporté leurs camarades blessés, ils saignaient comme un porc. J'ai déjà vu des envies de meurtre, mais jamais comme celles qu'on voyait sur leur figure. Ce sont de grands gaillards, la taille d'un homme, mais plus costauds. Ils ont des yeux bizarres, tout gris, on dirait du verre poli, sous des grosses touffes de poils roux. Et ils étaient là à s'exciter. Challenger n'est pas un trouillard, mais même lui, il n'en menait pas large.
Il a réussi à se relever, et il leur a crié dessus qu'ils en finissent et qu'on n'en parle plus. Je crois que le choc lui avait fait un peu perdre la boule, car il était enragé, il jurait comme un charretier. Il les a injuriés comme s'ils étaient la pire bande de journalistes. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'étais captivé par ce récit incroyable que mon compagnon me chuchotait à l'oreille tout en scrutant les environs de sa vue perçante, le doigt sur la détente de son fusil. J'ai pensé que c'en était fini de nous. Mais au lieu de ça, ils ont changé d'attitude. Ils se sont mis à baragouiner et à discuter ensemble. Et puis l'un d'eux est venu près de Challenger. Vous allez rire, mon petit gars, mais je vous jure qu'on aurait dû 2 frères. Je l'aurais jamais cru si je l'avais pas vu avec mes yeux. Ce vieil homme singe, le chef de la tribu, c'était Challenger en rouquin, avec tous ces canons de la beauté qu'on retrouve chez Challenger, un peu accentués. Court sur pattes, les épaules énormes, le torse comme une barrique, pas de cou, une grande barbe rousse comme un plastron, les sourcils en broussailles et cette espèce de... Qu'est-ce que vous voulez, vous? Allez au diable! Dans le regard. Bref, toute la panoplie. Quand l'homme singe s'est tenu près de Challenger et qu'il lui a mis la main sur l'épaule, le tableau était complet. Summerlee était un peu hystérique, et il a été pris d'une crise de fou rire jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Les hommes singes riaient aussi, enfin, je dirais plutôt qu'ils gloussaient. Et puis ils se sont mis à nous traîner dans la forêt. Ils ne voulaient toucher ni aux fusils ni aux objets. Ils devaient les trouver dangereux, je suppose. Mais ils ont apporté toute la nourriture qui n'était pas emballée. Summerlee et moi, on s'est fait malmener durant le trajet. Vous n'avez qu'à voir ma peau et mes vêtements pour vous en rendre compte. Et il nous est passé tout droit à travers les ronces. Ça ne leur fait rien. Ils ont la peau dure comme du cuir. Challenger, lui, il était à l'aise. 4 hommes singes le portaient sur leurs épaules. On aurait dit un empereur romain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bruit sec, étrange, résonnait au loin, comme un bruit de castagnette. Et voilà, dit mon compagnon en glissant des cartouches dans le 2e express à double barillet. Chargez-les tous, mon petit gars, car ils nous prendront pas vivants, ça je peux vous le garantir. C'est le potin qu'ils font quand ils sont énervés. Bon Dieu, s'ils viennent ici, on va leur donner de quoi s'énerver. Et je peux vous dire que ça va pas être le dernier combat des braves. Les doigts raidis sur leurs armes, ils gisent dans cette vallée de larmes, comme dans la chanson de cette andouille. Vous les entendez maintenant? Ils sont loin. C'est encore trop près. Mais je pense qu'ils vont fouiller toute la forêt. Bon, où en étais-je dans le récit de nos malheurs? On s'est vite retrouvés dans leur espèce de village, environ 1 millier de huttes faites avec des branches couvertes de feuillage, dans un bois au bord de la falaise. C'est à 5 ou 6 kilomètres d'ici. Ces bêtes pouilleuses ont commencé à me palper des pieds à la tête, et j'avais l'impression que je resterais sale pour le restant de mes jours. Ils nous ont attachés. Le gars qui m'a ligoté faisait des nœuds aussi bien qu'un maître d'équipage. Et nous voilà allongés sous un arbre, les orteils pointés vers le ciel, tandis qu'une grosse brute montait la garde, un gourdin à la main. Quand je dis nous, je parle de Summerlee et moi. Le vieux Challenger était en haut d'un arbre, en train de manger des pignons et de se prendre du bon temps. Je dois reconnaître qu'il s'est débrouillé pour nous apporter des fruits, et il en a profité pour desserrer nos liens. Si vous l'aviez vu, assis dans cet arbre, en train de s'acoquiner avec son frère jumeau et de chanter Frère Jacques de sa grosse voix de basse, parce que la pire des musiques avait l'air de les mettre de bonne humeur, ça vous aurait fait sourire, mais nous, vous pensez bien qu'on n'était pas d'humeur à rire. Jusqu'à un certain point, ils lui laissaient faire ce qu'il voulait, mais nous, ils ont eu vite fait de nous serrer la vis. Ça nous consolait drôlement de savoir que vous aviez pris le large et que les notes écrites étaient entre de bonnes mains. Bon, maintenant, petit gars, je vais vous en raconter une bonne. Vous dites que vous avez vu des signes de présence humaine, des feux, des pièges et tout ça. Eh bien, ce sont les vrais indigènes que vous avez vus. Des pauvres diables, voilà ce qu'ils sont. Les pauvres gars essaient de ne pas se faire remarquer, et après tout ce qu'ils ont subi, ça peut se comprendre. On dirait que les humains tiennent un côté du plateau, tout là-bas où vous avez vu les cavernes, et les hommes singes tiennent ce côté-ci, et une guerre sanglante les oppose en permanence. Voilà la situation, d'après ce que j'ai compris. Figurez-vous que, pas plus tard qu'hier, les hommes singes ont attrapé une douzaine d'humains et ils les ont fait prisonniers. De ma vie, je n'avais jamais entendu autant de jacassements et de hurlements. Les hommes étaient des petits gars à la peau rouge, et ils avaient été mordus et griffés, si bien qu'ils pouvaient à peine marcher. Les hommes singes en ont mis 2 à mort. Ils ont carrément arraché le bras de l'un d'entre eux, c'était vraiment bestial. Les petits gars ont du cran, ils n'ont pas poussé le moindre cri. Mais ça nous a vraiment rendus malades. Summerlee s'est évanoui, et même pour Challenger, c'était à la limite de ce qu'il pouvait encaisser. J'ai l'impression qu'ils ont déguerpi, pas vous? Nous écoutâmes attentivement. Mais hormis le chant des oiseaux, rien ne troublait la paix profonde de la forêt. Lord Roxton continua son récit. « Je pense que vous avez eu une sacrée chance d'en réchapper, mon petit gars. Ils vous ont oublié parce qu'avec la capture des Indiens, ils avaient d'autres soucis en tête. Sinon, ils seraient retournés au campement pour vous mettre le grappin dessus, c'est sûr et certain. Évidemment, comme vous l'aviez dit, ils nous surveillaient du haut de cet arbre depuis le début, et ils savaient parfaitement que l'un de nous manquait à l'appel. Cependant, ils ne pensaient à rien d'autre que leur nouvelle prise. C'est pourquoi c'est moi, et non pas une bande de singes, qui vous ai mis la main dessus ce matin. Bon, après ça, on a eu droit à un horrible spectacle.
Vous vous rappelez le champ hérissé de cannes de bambou en bas, là où on a trouvé le squelette de l'Américain? Eh bien, c'est juste en dessous du village des singes, et c'est là que leurs prisonniers font le grand saut. Je suppose qu'on verrait des tas de squelettes là en bas si on allait y jeter un coup d'œil. Tout en haut, ils ont dégagé un terrain pour faire passer un cortège, et ils y font une cérémonie tout à fait adaptée à l'endroit. Un par un, les pauvres diables doivent sauter dans le vide, et le jeu, c'est de voir s'ils vont se fracasser sur le sol ou s'empaler sur les bambous. Ils nous ont emmenés voir ça, et toute leur tribu s'est alignée sur le bord. 4 des Indiens ont sauté, et les cannes les ont transpercés comme des aiguilles à tricoter dans des plaquettes de beurre. Pas étonnant qu'on ait retrouvé ce pauvre Yankee avec les bambous qui poussaient entre les côtes. C'était atroce, mais aussi diablement captivant. Nous étions tous fascinés de les voir faire le plongeon, même si nous savions que ça serait bientôt notre tour sur le tremplin. Eh ben, on n'y a pas eu droit. Ils ont gardé 6 Indiens pour aujourd'hui, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais j'imagine que nous devions être le clou du spectacle. Challenger pouvait s'en tirer, mais Summerlee et moi, on était au programme. La moitié du temps, ils s'expriment par gestes, alors ça n'a pas été dur de les comprendre. Ensuite, je me suis dit qu'il était temps de prendre la fuite. J'avais un peu réfléchi, et j'avais déjà 1 ou 2 idées à l'esprit. Tout reposait sur moi, car Summerlee n'était plus d'aucune utilité, et Challenger ne valait guère mieux. Le seul moment où ils se sont retrouvés ensemble, ils ont commencé à se donner des noms d'oiseaux, tout ça parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la classification scientifique dans laquelle il fallait ranger ces démons à tête rouge qui nous avaient capturés. L'un disait qu'il s'agissait du Dryopithecus de Java, l'autre disait que c'était un Pithecanthropus. Moi, j'appelle ça de la folie. 2 cinglés autant l'un que l'autre. Mais comme je disais, j'avais réfléchi à 1 ou 2 petits détails qui pouvaient être utiles. L'un était que ces brutes ne courent pas aussi vite qu'un homme sur terrain dégagé. Ils ont des petites jambes arquées, vous savez, avec des corps massifs. Même Challenger pourrait battre le meilleur d'entre eux de quelques longueurs aux 100 mètres. Vous et moi, on serait pratiquement des champions olympiques. L'autre point, c'est qu'ils ne connaissent pas les fusils. Je ne crois pas qu'ils aient compris comment le gars que j'avais descendu s'était retrouvé blessé. Donc, si nous mettions la main sur nos fusils, qui pouvait dire de quoi nous serions capables? Alors ce matin, je me suis réveillé tôt, j'ai donné un bon coup de pied dans le ventre de mon garde, et j'ai piqué un sprint jusqu'au campement. Là, je vous ai trouvé avec les fusils, et nous voici. « Mais les professeurs !» m'écriai-je consterné. « Eh bien, il faut qu'on retourne les chercher. Je ne pouvais pas les emmener avec moi. Challenger était dans l'arbre, et Summerlee n'était pas en état de faire un effort physique. La seule chance qui me restait, c'était d'aller chercher les fusils et de tenter une opération de sauvetage. Bien sûr, ils peuvent en finir tout de suite avec eux, par vengeance. Je ne pense pas qu'ils feraient du mal à Challenger. J'en dirais pas autant de Summerlee. De toute façon, il lui aurait fait la peau. Ça, j'en suis sûr. Aussi, ma fuite n'a pas changé grand-chose. Mais l'honneur nous commande d'y retourner pour les libérer, ou partager leur sort. Alors, accrochez-vous, mon petit gars, car ce sera l'un ou l'autre avant la soirée. » J'ai essayé ici d'imiter le parler saccadé de Lord Roxton, ses phrases courtes et imagées, le ton drôle et insouciant qu'il employa tout du long. Mais je dois rajouter qu'il avait l'âme d'un chef. À mesure que le danger devenait plus présent, ses allures espiègles s'accentuaient, son discours s'accélérait, ses yeux froids s'animaient d'une ardente vivacité, et sa moustache à la Don Quichotte se hérissait de bonheur et d'excitation. Son goût prononcé pour l'aventure épique, sa passion du danger, d'autant plus grande qu'on le côtoyait de près, sa façon de voir chaque péril de l'existence comme une discipline sportive, un jeu féroce entre le destin et soi-même, avec la mort pour seule défaite, tout cela faisait de lui un merveilleux compagnon en des heures si sombres. Si nous n'avions eu peur pour nos camarades, cela aurait été un réel amusement de me lancer dans une telle entreprise avec un homme pareil. Nous allions sortir des buissons où nous étions cachés, quand tout à coup, je sentis sa poigne sur mon bras. « Fichtre !» murmura-t-il. « Et voilà !» Depuis l'endroit où nous étions allongés, nous pouvions voir une allée de troncs et de branches sous une voûte de feuillage. Le long de ce passage passait un groupe d'hommes-singes. Ils avançaient en file indienne, les jambes arquées, le dos arrondi, leurs mains touchant le sol de temps à autre, leur tête se balançant de gauche à droite tandis qu'ils couraient. Leur démarche accroupie les faisait paraître plus petits, mais ils devaient bien faire 1,65 m, avec de longs bras et un énorme torse. Beaucoup avaient des bâtons, et de loin, on aurait dit une colonne d'êtres humains difformes et très poilus. Pendant un moment, c'est ainsi qu'ils m'apparurent, puis je les perdis de vue dans les buissons. « Pas cette fois, » dit Lord John qui avait empoigné son fusil. « Notre meilleure chance, c'est de rester tranquille jusqu'à ce qu'ils abandonnent les recherches. Ensuite, nous verrons si nous pouvons retourner à leur village et les frapper là où ça fait le plus mal. Donnez-leur 1 heure, et puis nous nous mettrons en marche. » Nous avons tué le temps en ouvrant l'une de nos boîtes de conserve et en prenant notre petit déjeuner. Lord Roxton n'avait rien mangé d'autre que des fruits depuis la matinée précédente, et il était affamé. Après quoi, nos poches pleines à craquer de cartouches et un fusil dans chaque main, nous avons levé le camp pour accomplir notre mission de sauvetage. Avant de partir,
Nous avons soigneusement balisé notre petite cachette dans les buissons et nous avons marqué sa position par rapport au Fort Challenger, de façon à ce que nous puissions la retrouver si le besoin s'en faisait sentir. Nous nous sommes faufilés au milieu des broussailles, jusqu'à ce que nous arrivions au bord de la falaise, près de l'ancien campement. Là, nous fîmes une pause et Lord John m'expliqua son plan. « Tant qu'on est dans les bois, ces saligots ont l'avantage du terrain, dit-il. Ils peuvent nous voir et nous, on ne les voit pas. Mais à découvert, c'est différent. Là, on peut se déplacer plus vite qu'eux. Donc, nous devons rester en terrain dégagé autant que possible. Au bord du plateau, il y a nettement moins de gros arbres qu'à l'intérieur des terres. C'est notre seul point fort. Avancez lentement, en ouvrant l'œil, avec le fusil toujours prêt à tirer. Et surtout, petit gars, j'ai un dernier conseil à vous donner. Ne les laissez jamais vous capturer aussi longtemps qu'il vous reste une cartouche. » Lorsque nous atteignîmes le bord de la falaise, je regardai en bas, et je vis notre bon vieux noir de Zambo en train de fumer, tranquillement assis sur un rocher. J'aurais donné beaucoup pour pouvoir l'appeler et lui raconter nos mésaventures, mais c'était trop risqué, car on pouvait nous entendre. La forêt semblait remplie d'hommes singes. Sans cesse nous entendions leur étrange jacassement. À chaque fois, nous plongions dans le massif de buissons le plus proche, et restions immobiles jusqu'à ce que le son se fût éloigné. À cause de cela, notre progression était très lente, et 2 heures s'écoulèrent avant que je ne me rende compte, à la façon prudente dont Lord John se déplaçait, que nous devions être proches de notre destination. Il me fit comprendre par geste de me tenir tranquille, et il continua en rampant. 1 minute plus tard, il était de retour, le visage frémissant d'excitation. « Venez, dit-il, venez vite, mon Dieu, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. » J'étais agité de tremblements nerveux, tandis que je rampais jusqu'à lui et regardais à travers les broussailles un espace dégagé qui s'étendait devant nous. C'est un spectacle que je n'oublierai jamais, et que j'emporterai certainement dans l'au-delà. Si étrange, si incroyable, que je ne sais comment vous le décrire, ni même comment je pourrais encore y croire dans quelques années si je vis jusque-là pour m'asseoir à nouveau au Savage Club et contempler la morne solidité des bords de la Tamise. Je suis sûr qu'alors, cela m'apparaîtra comme un horrible cauchemar, un délire sous l'emprise de la fièvre. Pourtant je vais l'écrire aujourd'hui, tant que c'est encore frais dans ma mémoire, et au moins une personne, l'homme qui se tient dans l'herbe humide à mes côtés, sera témoin que je n'ai pas menti. Juste sur le bord de la falaise, une large étendue d'herbe verte et de fougères, longue de plusieurs centaines de mètres, s'offrait à notre regard. Autour de cette clairière, des arbres poussaient en demi-cercle, et leurs branches abritaient de curieuses cabanes de feuillage empilées les unes sur les autres. Une colonie d'oiseaux serait une meilleure description, avec des huttes en guise de nid. Les entrées de ces huttes et les branches des arbres grouillaient d'une multitude d'hommes singes qui, d'après leur taille, devaient être les femelles et les petits de la tribu. Ils remplissaient l'arrière-plan de la scène, et regardaient avec un grand intérêt le spectacle stupéfiant dont nous ne pouvions détacher notre regard. Au cœur de l'espace libre et près du bord de la falaise, était rassemblée une foule composée d'une centaine de ces créatures hirsutes à poils roux, beaucoup d'entre elles d'une taille colossale, et toutes plus horribles les unes que les autres. Il régnait un semblant de discipline, car aucune d'entre elles ne s'avisa de sortir de la rangée qu'elles formaient. Juste en face se tenait un petit groupe d'Indiens, des individus de petite taille, aux membres sveltes et dont la peau cuivrée luisait comme du métal poli sous l'éclat du soleil. Un homme blanc, grand et maigre, se tenait à leur côté, la tête baissée, les bras croisés. Toute son attitude exprimait l'horreur et le découragement. Impossible de ne pas reconnaître la silhouette anguleuse du professeur Summerlee. Encerclant ce misérable groupe de prisonniers, plusieurs hommes singes les surveillaient de près et rendaient toute fuite impossible. Un peu à l'écart des autres et près du bord de la falaise, 2 étranges silhouettes, que j'aurais pu trouver comiques en d'autres circonstances, attirèrent mon attention. L'un d'eux était notre camarade, le professeur Challenger. Ce qui restait de sa veste pendait en haillons depuis ses épaules, mais sa chemise avait été arrachée, et sa grande barbe se mêlait à la toison noire qui recouvrait son torse puissant. Il avait perdu son chapeau, et sa chevelure, qui avait poussé durant nos pérégrinations, évoquait un buisson agité par le vent. En un seul jour, ce produit supérieur de la civilisation moderne était devenu le sauvage le plus primitif de l'Amérique du Sud. À ses côtés se tenait son maître, le roi des hommes singes. Dans le moindre aspect, comme le fit remarquer Lord John, il était la réplique exacte de notre professeur, sauf qu'au lieu d'être brun, il était roux. La silhouette trapue, les larges épaules, la posture des bras portés vers l'avant, la barbe hérissée qui s'accrochait dans les poils de sa poitrine. La seule différence visible se situait au-delà des sourcils, où le front fuyant, presque absent, de l'homme singe était prolongé par son crâne aplati,
en parfait contraste avec le large front magnifique de l'Européen. Hormis ce détail, le roi était une absurde parodie du professeur. Tout cela, que j'ai pris tant de temps à décrire, me frappa en l'espace de quelques secondes. Puis notre attention fut happée par le drame qui se jouait sous nos yeux. 2 hommes singes saisirent un des Indiens du groupe et le traînèrent vers le bord de la falaise. Le roi fit un signe de la main. Ils attrapèrent l'homme par les bras et les jambes, et par 3 fois, ils lui imprimèrent un violent mouvement de balancier d'avant en arrière. Puis, en poussant un horrible « Han !», ils jetèrent le pauvre diable dans le précipice. Ils y mirent tant de force qu'il monta haut dans le ciel avant de commencer à redescendre. Alors qu'on ne le voyait plus, toute l'assemblée, excepté les gardes, se précipita vers le bord du gouffre. Il y eut un long silence, enfin brisé par un hurlement d'exultation malsaine. Alors, ils entamèrent une danse hystérique, levant leurs bras immenses et velus, poussant des cris de joie. Puis ils s'éloignèrent du bord et reformèrent une ligne, attendant la prochaine victime. Cette fois, c'était le tour de Summerlee. 2 des gardes l'attrapèrent par les poignets et le tirèrent brutalement vers l'avant. Sa frêle silhouette aux membres grêles se débattait et virevoltait comme un poulet qu'on extirpe d'une cage. Challenger se tourna vers le roi, agitant ses mains avec frénésie. Il suppliait, plaidait, implorait que la vie de son compagnon soit épargnée. L'homme singe le repoussa durement et fit non de la tête. Ce fut le dernier geste conscient qu'il devait accomplir sur terre. Le fusil de Lord John fit entendre une détonation, et le roi s'effondra sur le sol, tel un pantin désarticulé. « Tire dans le tas, tire, fiston, tire !» s'écria mon compagnon. L'âme d'un homme, aussi ordinaire soit-il, recèle d'étranges replis teintés d'écarlate. Je suis d'un naturel plutôt doux, et maintes fois j'ai senti mes yeux devenir humides en entendant le cri d'un lièvre blessé. Mais en cet instant, j'avais soif de sang. Je me retrouvai debout, vidant un chargeur après l'autre, déverrouillant la culasse pour recharger, armant le fusil à nouveau, poussant des hurrahs féroces et des cris de joie, et me réjouissant du massacre. À nous 2, avec nos 4 fusils, nous fîmes un véritable carnage. Les 2 gardes qui avaient attrapé Summerlee étaient à terre. Quant à lui, il était si stupéfait qu'il titubait comme un homme ivre, incapable de réaliser qu'il était un homme libre. La foule compacte des hommes singes se bousculait et courait dans tous les sens, abasourdie par cet orage invisible qui semait la mort. En proie à la plus grande agitation, il gesticulait, vociférait et trébuchait sur ceux qui étaient déjà tombés. Puis, dans une impulsion subite, la meute hurlante se rua à l'assaut des arbres pour y trouver refuge et fuir la terre ferme sur laquelle gisaient tant des leurs. Les prisonniers se retrouvèrent seuls au milieu de la clairière. Challenger avait vite compris la situation. Voyant que Summerlee était toujours aussi ahuri, il l'attrapa par le bras et se mit à courir vers nous en le traînant derrière lui. 2 des gardes se lancèrent à leur poursuite, mais ils tombèrent sous les balles de Lord John. Nous courûmes rejoindre nos camarades en terrain découvert, et leur tendîmes un fusil à chacun. Mais Summerlee était au bout du rouleau. Il tenait à peine debout. Déjà, les hommes singes se remettaient de leur panique. Ils fonçaient dans les broussailles pour nous couper la route. Challenger et moi remorquâmes Summerlee, chacun le tenant par un coude, tandis que Lord John couvrait notre retraite, faisant feu encore et encore dès qu'une tête menaçante fondait sur nous depuis les buissons. Pendant près de 2 kilomètres, les brutes continuèrent de jacasser derrière nous. Puis, ayant compris notre pouvoir et ne voulant plus tester la précision du fusil, ils se laissèrent distancer. Parvenus au campement, nous regardâmes en arrière, nous étions enfin seuls. Mais ce n'était qu'une impression. À peine avions-nous fermé la porte en buisson épineux de notre palissade, échangé des poignées de main enthousiastes et commencé de boire goulûment à notre source, que nous entendîmes des bruits de pas, puis un cri doux et plaintif qui venait de l'entrée du campement. Lord Roxton se précipita, le fusil à la main, et il ouvrit la porte d'un seul coup. Là, prosternés face contre terre, se trouvaient les petits hommes rouges, les 4 Indiens qui avaient survécu. Tremblants de peur, ils imploraient notre protection. S'exprimant par gestes et montrant la forêt alentour, l'un d'entre eux fit comprendre qu'elle était pleine de dangers. Puis, se jetant aux pieds de Lord John, il s'accrocha à ses jambes et refusa de les lâcher. « Bigre !» s'écria notre ami en tiraillant sur sa moustache tant il était gêné. « Dites, que diable va-t-on faire de ces gens ? Lève-toi, mon petit, et enlève ta figure de mes bottes. » Assis dans un coin, Summerlee enfournait du tabac dans sa pipe de bruyère. « Nous devons veiller à leur sécurité, » dit-il. « Vous nous avez tous tirés des griffes de la mort. Ma parole, vous avez fait du sacrément bon travail. »« Admirable !» s'écria Challenger. « Admirable ! Non seulement nous tous, en tant qu'individus, mais toute la science européenne vous doit une reconnaissance infinie pour ce que vous avez fait.
Je n'hésite pas à dire que la disparition du professeur Summerlee, tout comme la mienne, aurait laissé un vide incommensurable dans l'histoire de la zoologie moderne. Notre jeune ami ici présent et vous-même, vous avez été admirables. Il nous gratifia de son sourire réjoui, toujours aussi paternel. Mais la science européenne aurait été quelque peu surprise de voir son enfant chéri, son futur espoir, avec la tignasse en bataille, le torse nu et les habits en loques. Assis avec une boîte de viande en conserve importée d'Australie entre les genoux, il tenait entre ses doigts un gros morceau de mouton froid. L'Indien le regarda, puis, avec un petit gémissement, il se recroquevilla sur le sol et s'accrocha à la jambe de Lord John. « N'aie pas peur, beau gosse, » fit Lord John en tapotant la tête aux cheveux emmêlés qui lui faisaient face. « Et il ne supporte pas de vous voir, Challenger, et ma foi, ça ne m'étonne pas. Tout va bien, petit gars, ce n'est qu'un être humain, exactement comme le reste d'entre nous. »« Vraiment, monsieur, » protesta Challenger. « C'est une chance pour vous, Challenger, que vous ne soyez pas tout à fait ordinaire. Si vous n'aviez pas autant ressemblé au roi... »« Ma parole, Lord John, vous abusez. »« Quoi, c'est la vérité. »« Je vous prie, monsieur, de changer de sujet. Vos remarques sont déplacées et inconcevables. Nous devrions plutôt nous soucier de ce qu'il faut faire de ces Indiens. La solution évidente serait de les ramener chez eux, si nous savions où ils habitent. »« Ce n'est pas un problème, dis-je. Ils vivent dans les cavernes de l'autre côté du lac central. »« Notre jeune ami connaît l'emplacement, je suppose que ce n'est pas tout près. »« Une bonne trentaine de kilomètres, dis-je. » Summerlee poussa un grognement. « En ce qui me concerne, je ne pourrai jamais y arriver. D'ailleurs, je crois bien entendre ces brutes qui hurlent encore après nous. » Au moment où il disait cela, les sombres recoins de la forêt résonnèrent de cris lointains, les jacassements des hommes-singes. Une fois de plus, les Indiens gémirent de peur. « Nous devons partir, et vite, » fit Lord John. « Mon petit gars, donnez un coup de main à Summerlee. Les Indiens transporteront les vivres. Et maintenant suivez-moi avant qu'ils nous aient repérés. » En moins d'une demi-heure, nous atteignîmes notre abri dans les buissons, et là nous nous dissimulâmes. Toute la journée, en direction de l'ancien campement, nous entendîmes les hommes-singes pousser des cris d'excitation, mais aucun ne s'approcha de nous, et les fugitifs épuisés, les rouges comme les blancs, plongèrent dans un long et profond sommeil. Le soir, tandis que je sommeillais encore, je sentis qu'on me tirait par la manche. Challenger était à genoux près de moi. « Vous tenez un journal des événements, Mr. Malone, et je suppose que vous avez l'intention de le publier, » dit-il sur un ton solennel. « Je ne suis ici qu'en ma qualité de reporter, » répondis-je. « Bien sûr. Vous avez peut-être entendu Lord Roxton proférer des remarques plutôt stupides à propos une sorte de ressemblance. »« Oui, j'ai entendu. » « Inutile de vous dire que toute publicité faite à une telle idée, tout manque de sérieux dans votre compte-rendu des événements, m'offenserait au plus haut point. »« Je m'en tiendrai à la stricte vérité. » Lord John fait souvent des observations hautement fantaisistes, et il serait capable de donner une explication ridicule au respect des races primitives pour la dignité et le caractère. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Je compte sur votre discrétion. Puis, après un long silence, il ajouta: « Le roi des hommes-singes était vraiment une créature d'une grande distinction. Quelle personnalité impressionnante et quelle intelligence! Remarquable! Ça ne vous a pas frappé ?» Une créature tout à fait remarquable, dis-je. Tranquillisé, le professeur retourna se coucher et il s'endormit d'un sommeil bien heureux.